on peut commencer. On va y aller. Alors, pour ce nouveau webinaire, on vous remercie beaucoup de votre présence. Vous avez l'ordre du jour qui est indiqué ici. On va faire l'actualité rapide sur l'Institut du cancer, l'ICOP, c'est-à-dire l'Institut du cancer Paris-Saclay, auquel nous sommes pour lequel nous posons bientôt notre candidature et on va parler de l'objectif de la candidature pour savoir le périmètre et le périmètre sera sans doute pour notre candidature celui d'un compréhensible cancer center, on va en parler. Donc les avancées de la candidature pour le CI et le programme RH seront le premier tiers. Ensuite, il y aura les programmes médico-scientifiques et là, on aura le plaisir d'accueillir Mike Lewin qui nous parlera de l'imagerie diagnostique et pathologique qui est son thème. Et Antoinette Lemoine nous parlera de la médecine génomique des cancers, qui sont un des 24 thèmes retenus pour ça. La suivante. Alors, pour en revenir au niveau d'accréditation, vous avez ici, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Claire. Les niveaux, on vous rappelle que c'est un peu abstrait pour vous. On commence à y être habitué à force de voir ces diapositives, nous. Les critères donc de l'accréditation européenne de l'OCI peuvent être en Cancer Center ou au niveau au-dessus en Comprehensive Cancer Center. Et ce compréhensive inclut un périmètre plus large, plus de moyens et donc un projet plus ambitieux. Donc, vous voyez, les critères OECI, c'est le nombre de chirurgies, les budgets alloués au cancer dans les hôpitaux qui postulent, les patients et les nouveaux patients qui sont pris en charge. Et puis, il y a des critères, bien sûr, scientifiques qui sont le nombre de publications, le niveau d'impact des publications et éventuellement les études de phase 1 ou 2. Alors, pour ce qui est du compréhensif, comme Claire a passé la diapo, je l'en remercie. Vous voyez que les budgets alloués pour le cancer sont 2 fois plus importants. Et il y a un budget pour la recherche qui n'existe pas ou qui n'est pas mentionné pour le Cancer Center, mais pour le compréhensif, il faut plus de 8 millions d'euros dédiés à la recherche par an, ce qui est quand même assez important. Et puis, le nombre de patients et le nombre de publications augmente, comme vous le voyez. Et finalement, quand on regarde la suivante, ce qu'on a comme budget ou comme publication, on a mis des feux verts un peu partout. Vous voyez on a appris, hein, ce n'était pas évident au départ, on a plus de 50 millions d'euros qui sont consacrés à la prise en charge des patients ayant un cancer hein, dans les recettes affectées à nos services. Donc, ça fait une somme relativement importante. On est à largement le nombre suffisant pour postuler en fonction du nombre de patients qu'on reçoit, en fonction du nombre de nouveaux patients, en fonction du personnel qui prend en charge ces patients. Et pour le côté scientifique, on a eu le plaisir de voir qu'on est largement au-delà du quota des revues scientifiques. On a plus de 125 publications au cours de l'année passée et pas mal dans des revues d'impact élevé, puisqu'il y a largement plus de 17 publications. On vous donnera les chiffres une autre fois dans des impacts élevés et puis les autres. Et puis, il y a les phases 1. Hein, Étienne Giraud-Leprieur porte une unité de phase 1 à l'hôpital Ambroise Paré. Et les phases 1 vont démarrer sous l'égide du professeur Ross Morduc à Paul Brousse également. Donc voilà. Donc tout ça, c'est des feux verts pour l'accréditation. Les feux orange, la suivante, ou les points d'interrogation, bah, c'est le budget annuel pour le cancer. Alors, 8 millions d'euros, c'est beaucoup. Alors, on ne va pas faire des mystères, on est à 7 millions 9 ou quelque chose comme ça, donc ça va passer. Et ça n'est que pour, effectivement, en phase 1 et pour le nombre de patients inclus dans les essais thérapeutiques où on doit progresser. J'ai mis 3 petits points parce que ça veut dire qu'on n'a pas encore ce chiffre précisément, qui n'est pas facile à trouver qu'on va obtenir, bien sûr. Et donc, ça veut dire que probablement, on est assez limite pour le nombre de patients inclus dans nos essais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un ratio entre le nombre de nouveaux patients et le nombre de patients inclus dans des essais cliniques, qu'ils soient industriels ou académiques. Et là, c'est une injonction très forte de l'OECI et de nos tutelles de dire qu'il faut inclure le plus possible de malades dans les essais ça fait partie de nos missions. Ça permet aux malades d'accéder à des nouveaux traitements, ça fait progresser la science et accessoirement, ça rapporte, quand c'est des essais industriels, des finances à nos hôpitaux. La suivante.
Donc, les avancées pour la candidature au ECI, là, on va passer au RH et donc je vais passer la parole, s'il est là, à Gilles Ménager. Bonjour à tous. Donc un point d'info sur l'avancée de la candidature pour l'OSCI dans la partie des RH PNM notamment. Donc un rappel du retour d'expérience qu'on a eu le 8 avril avec une CPDMU de Paris Centre, Valérie Quevreux, qui nous a fait un retour sur leur expérience quand ils ont déposé et validé leur candidature. Je le détaillerai un peu plus tard. Ce que nous avons fait et qui va aider à cette définition de nos objectifs RH, c'est de définir notre périmètre. Ça a été fait et finalisé le 28 avril, notamment par Thibaut Robert avec l'aide du contrôle de gestion, et ce périmètre a pu être diffusé au CPDMU. Donc notre plan d'action aujourd'hui, bien, c'est de recenser nos cadres et nos cadres supérieurs qui sont impliqués. Nous allons, à partir de la fin mai jusqu'au 15 juin, diffuser un questionnaire dont je vous présenterai les principaux éléments euh, ultérieurement, enfin dans ce webinaire, et qui sera diffusé au cadre sup des périmètres sur trois champs questionnés selon le référentiel OECI. Donc ce questionnaire, il s'attachera à, nous l'avons comment dire, adapté en quelque sorte avec Géraldine Pichon pour la dure, qui est Antoinette Lemoine euh, pour le labo d'oncogénétique, et qui font partie évidemment du COPIL de l'OECI. On peut passer. Alors donc les sujets principaux qui nous préoccupent pour les RH-PNM du référentiel OECI, ce sont l'effectif dans les disciplines clés. Les disciplines clés, c'est évidemment essentiellement les PNM et en particulier les infirmiers, les manip radio qui sont en charge de l'activité cancer, les tâches et les responsabilités des IDE en oncologie, l'accueil et l'intégration, l'évaluation du personnel et les besoins en formation individuelle. Ça, ce sont les grands champs de ce référentiel. Donc, nos points de vigilance à ce stade, bien, c'est de définir notre feuille de route individualisée par secteur. Comment on le fera? Ben, à l'issue du questionnaire, de sa diffusion et de son rendu, on va se laisser 4 à 5 mois pour récupérer ces attendus. Comme ça a été fait à peu près sur 100, il y a un certain temps quand même pour récupérer ces éléments. On pourra étudier notamment, j'ai mis un exemple, les livrets pour les nouveaux arrivants. On a vu que dans la campagne précédente de l'OECI, il n'était pas nécessaire d'harmoniser ces livrets, mais au contraire de leur garder un volet assez spécifique pour garder les particularités des différents services. On aura une vigilance particulière sur l'évaluation. Donc, on nous demande que les paramédicaux, par exemple, soient évalués au début, au milieu et enfin l'intégration. Bon, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont déjà faites dans nos services. Donc, on ne part pas de nulle part. Nous ferons des points réguliers entre la DRH et la DSAP en matière d'évaluation, comme on le fait déjà. Et au total, finalement, nous rendrons un document dans lequel le travail collégial de nos cadres sup et surtout de nos équipes de terrain sera à faire apparaître dans la synthèse. On peut passer. La slide suivante. Donc, les propositions d'action de diffusion pour cette accréditation OECI, donc à l'issue des enseignements que nous a transmis Paris Centre pour sa candidature. Nous pourrons, par exemple, mettre en place des webinaires mensuels sur un certain nombre de thèmes. Ce qui avait été fait, c'était des webinaires, vous les voyez, sur le parcours patient, le PP, l'expérience patient, sur la bientraitance, le comité des patients. Ce qu'il faut bien se dire, ce qui nous a été transmis dans dans ce retour d'expérience, c'est que l'appropriation de la démarche va se faire par différents canaux. Il y a à la fois des visites dans les services de nos cadres sup, de nous-mêmes, pour sensibiliser à la démarche accréditation OECI, puisque les services seront visités. Et en même temps, il est utile d'utiliser l'outil du webinaire, comme aujourd'hui, pour pouvoir diffuser au plus grand nombre et par d'autres canaux les attendus de l'OECI pour cette accréditation. Slide suivante. Par conséquent, nos prochaines étapes, avant la diffusion du questionnaire destiné au cadre de proximité, un mail explicatif à l'ensemble de l'encadrement du GHU sur la démarche d'accréditation OECI. C'est un point important pour pouvoir diffuser cette démarche, sachant qu'elle a déjà été faite en réunion de CPDMU et auprès des cadres sup. Une présentation en réunion d'encadrement du site du questionnaire qui reprend les attendus et que je vous ai présenté.
Donc là, le but, c'est encore la mobilisation des PNM et puis la poursuite de la mise en œuvre des groupes de travail sur nos quatre priorités. Donc les RH-PNM, sujet dont nous parlons, les RCP, les chimios et les parcours de soins avec notre nécessité de recenser ces parcours, notamment pour les nouveaux arrivants, avec les soins dans la prise en charge pour le cancer. Et puis, c'est un- ces parcours de soins pourraient être recensés de façon conjointe à la fois par les porteurs des PMS et par l'encadrement des secteurs. Nous aurons intérêt à formaliser ces parcours de soins qu'on pourra remonter ensuite sur la DSAP de PBR. Donc là, j'ai présenté dans un document annexe au CPDMU la méthodologie de remontée de ces éléments pour que nous puissions les centraliser. Nous pourrons ainsi formaliser l'habilitation et le process d'actualisation des compétences de chaque paramédical parce que c'est ce qui nous est demandé. C'est je suis infirmier dans un service, infirmier de soins généraux par exemple, eh bien, quels sont les actes euh, en matière de prise en charge d'un patient atteint de cancer, quels sont les actes que je réalise, comment je suis habilité et pourquoi je suis habilité à les réaliser, ben, certes par mon diplôme, mais combien de fois je vais les réaliser et comment je peux attester de ces éléments-là. Et puis quand je suis un infirmier spécialisé, par exemple un IPA ou un IDEC, ben, de même, quels sont les actes spécifiques que je réalise et comment je suis en capacité de montrer le nombre de fois et la qualité des actes que je réalise. Donc ça, ce sont les choses que nous devrons formaliser dans nos parcours de soins. La slide suivante. Donc, quelques conseils que nous avons, que nous pouvons donner aujourd'hui et qui nous ont été inspirés lors de ce webinaire de retour d'expérience. C'est notamment, comme je l'ai dit, pour diffuser la démarche, nous avons intérêt à aller dans les bureaux de DMU où nous tous, en fonction de nos missions, médecins, cadres, CADSUB, CPD, etc., pour diffuser la démarche il faut qu'elle soit connue au moment de la visite physique. Il faut que nos soignants soient informés du fait que des experts au ECI sont dans l'établissement et qui viennent nous questionner exactement au même niveau que cela s'est produit dans la visite de certification. Nous avons intérêt donc du coup à dédramatiser cette démarche d'OECI puisque c'est quand même une démarche que nous avons largement faite pendant la certification, ce niveau assez fin où on descend au niveau du service et au niveau des actes euh, pratiqués par chacun de nos professionnels, de nos actes de soins. On a su le faire, donc il faut quand même dédramatiser ces éléments auprès de nos cadres et de nos professionnels. Donc, comme je l'ai dit, bah, nous avons intérêt à préparer cette visite avec la visite de nos services. Évidemment, en général, on les connaît bien, mais là, nous avons un focus particulier à apporter sur les problématiques de formation des personnels et de leur habilitation. Nous allons également, dans le détail, habiliter un certain nombre de nos paramédicaux à auditer, des infirmiers, des manip radio en particulier, mais ça peut être aussi d'autres professionnels, parce que des entretiens seront conduits par les experts visiteurs de l'OECI durant la visite qui devrait se dérouler fin du deuxième semestre 2026, enfin, au deuxième semestre 2026. Et ces entretiens seront réalisés en anglais. Nous pourrons bénéficier de traducteurs OECI en termes de support, mais il est quand même important de savoir qu'il faut nous mettre en, en capacité de répondre c'est de l'anglais médical, mais donc euh, prévenir nos professionnels qu'ils peuvent être interviewés entre guillemets et bénéficier d'un appui dans le cadre de cette visite. Donc voilà, ça, ce sont des éléments très concrets dont nous avons bénéficié dans le retour d'expérience de centre et que nous avons partagé avec Géraldine, avec Antoinette et avec tout le COPIL ici présent en visio pour nous mettre à niveau et être en capacité de répondre aux attendus. L'attendu que j'ai présenté ici en particulier, c'est bien celui de la formation et de l'habilitation des professionnels paramédicaux de tous nos services. Je le redis, ça concerne tous nos professionnels, qu'ils soient spécialisés, IDEC, IDE d'annonce, IPA, etc., comme non spécialisés, nos infirmiers de soins généraux. L'ensemble de notre GHU est concerné par cette habilitation. Voilà, je crois que c'était la dernière slide. Voilà, merci de votre attention et de vos questions, s'il y en a. Merci beaucoup, Gilles, c'est très clair. D'abord, une remarque, et c'est Antoinette Lemoine qui me l'a signalé, effectivement. Je pense qu'il faut se dire que c'est la même démarche pour les médecins, hein, parce que là, on a parlé, et c'est très détaillé de ce qui s'est passé à Paris Centre et Paris Nord
et c'est très très bien relaté par Gilles Ménager, mais qu'évidemment la démarche est la même pour les soignants et les médecins, et notamment vérifier les habilitations des uns et des autres à faire de la cancérologie, à prescrire. En fait, comme vous l'avez dit Gilles, on doit montrer ce qu'on fait déjà, hein. C'est un peu de la prose comme Monsieur Jourdain, c'est-à-dire on fait tout ça sans doute correctement pour la plupart des choses qui sont dans la démarche OECI, mais il faut le formaliser et être capable de le répéter, de prouver qu'on évalue ça régulièrement dans le cadre de la démarche OECI, hein, pas dans le cadre de la démarche ARS. Voilà. Peut-être on va se donner un temps pour quelques questions avant qu'on passe la parole à Maïté Lewin. Est-ce que les uns et les autres ont des remarques à faire ou des questions à poser? Moi, je veux bien faire un complément sur ce que tu as dit donc pour les médecins. Donc, on va effectivement vérifier les habilitations à prescrire et à faire les tâches, enfin, à faire de la cancérologie, bien évidemment, mais surtout, il faudra que chacun soit en charge de formaliser, de tracer en fait les formations qu'il aura reçues dans les 2 années qui précèdent. Avoir une forme de dossier quand même. À présenter au moment de la visite pour montrer le maintien des compétences en fait au travers de formations. Donc ça peut être la DPC, mais ça peut être tout simplement la présence en congrès, mais avec le document, la liste des, des formations pour chacun le moment venu. Très important parce que dit Antoinette, parce que c'est vrai que j'en fais partie. Tous les médecins qui reçoivent un certificat de participation à un congrès, notamment national, ça se range dans un coin, ça se jette. Et je pense qu'il va falloir revenir à cette culture effectivement de la DPC, comme tu disais Antoinette, qui consiste à être capable de montrer ce qu'on fait. On a le savoir-faire, mais il faut le faire savoir. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à chaque fois qu'on fait une formation, on le montre. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas et que beaucoup de gens vont dans des congrès internationaux ou nationaux, vont dans des congrès de formation. Mais il va falloir le montrer et ce n'est pas une mauvaise chose de vérifier que les gens actualisent leurs connaissances. Merci beaucoup, Antoinette. D'autres questions? Je voulais ajouter un point, c'est que Ouais. dans en matière de formation, nous avons aussi bénéficié de l'appui de Justine Longinotti, qui est DRH adjointe, et qui, sur ces questions-là, se met aussi à notre disposition pour nous appuyer dans notamment la requête des éléments de preuve, puisque, comme l'a dit Antoinette tout à l'heure, c'est vraiment des éléments de preuve que nous devrons apporter avec évidemment les passeports formation pour ce qui est des paramédicaux, mais également les formations spécifiques qui ne sont pas toujours dans les passeports formation et qui devront être compilés. Donc, ce sont des outils de preuve que nous devons d'ores et déjà colliger au niveau de nos services. Voilà, je voulais ajouter ce point-là. Parfait. S'il n'y a pas d'autres interventions pour le moment, Merci. pas toujours temps. Il y a une Euh, question Excusez-moi, de... ah, moi pardon. j'avais une question. Oui, bonjour, merci Présentez-vous, beaucoup. présentez-vous parce qu'on ne voit pas toujours le nom. Alors, Marie-Camille Chomet, je suis chef de service de la Oui, pharmacie de Bicêtre. Vous merci. parliez du personnel non médical. Est-ce que les préparateurs en pharmacie seraient éventuellement aussi consultés, entretenus, dans la mesure où c'est aussi une profession en tension qui participe au parcours de soins, mais de manière un peu indirecte? Voilà, quelle est leur place à ce niveau-là? Bah, Je pense ceux qui que- seront en chimio, à la reconstitution des chimios, bien évidemment. Et puis après, ceux qui participent vraiment plus particulièrement au cancer, je pense qu'on a tout intérêt à le formaliser le moment venu. Je pense que vous avez déjà beaucoup enfin, vous l'avez sûrement déjà fait, hein, parce que vous avez des habilitations pour Oui, donc je pense qu'on va juste formaliser ou tracer ce que vous avez déjà mis en place, hein, et puis s'assurer que, en gros, il y a toutes ces procédures et ces formations sur chacun des 2 sites de reconstitution des chimios. Enfin, oui. Et en termes d'ailleurs de, comment dire, de niveau de, comment dire, granularité, quoi, on insérera dans les fiches de poste une mention disant ce professionnel fait partie de la démarche OECI, de telle sorte qu'il y ait bien ce niveau de connaissance. Donc, pour répondre à votre question, docteur Chaumet, il y a aussi le fait que chacun ait connaissance de la démarche, et évidemment, les pharmacies sont incluses, et
La CPD de la pharmacie nous a également, des PUI, nous a également remonté des éléments de preuve importants. Donc effectivement, c'est une démarche que nous devons faire connaître dans tous ces secteurs et les PPH, qui sont des professionnels fondamentaux dans cette prise en charge, seront concernés. Très bien. Voilà, réponse claire à question claire. Merci, Madame Comet. On va peut-être poursuivre. J'ai une Une question. autre question. Ah, oui. Oui, donc Jamie Lafèvre. Oui, Jamila. Je ne sais pas si la question est pertinente ou pas. Moi, ce que je comprends bien dans la philosophie européenne et dans ce que vous présentez depuis plusieurs webinaires, c'est être en capacité de démontrer qu'on offre aux patients un accès, disons, égal à tous à des soins oncologiques de très haute qualité, dispensés par des équipes multidisciplinaires. Bon, très bien. Et je vous remercie de faire tout ce travail absolument énorme pour le démontrer. Mais je voulais faire un petit commentaire sur la deuxième partie de la mission, qui est quand même de veiller à ce que la recherche et l'innovation en matière de cancer soient intégrées de la manière la plus entière possible, la plus étroite possible, dans les parcours de soins des patients. Et, et là, en dehors du fait que on puisse dire qu'on a accès à des phases 1, quel est votre commentaire là-dessus, sur la manière dont on va dérouler les procédures, les programmes, enfin, démontrer de manière rationnelle et peut-être avec des preuves de concept déjà finalisées que la recherche et innovation que l'on peut les uns les autres développer soient intégrées au parcours de soins des patients que nous avons en charge. Une question très importante, effectivement, et tu as raison de la poser, Jamila. Je pense qu'on va répondre simplement pour ne pas prendre trop de temps, que les 24 PMS, donc les programmes médico-scientifiques, doivent intégrer cette philosophie dont tu parles, c'est-à-dire qu'un programme, par exemple, qui s'adresse au cancer colorectal, qui est porté, par exemple, par Frédéric Péchaud et des collègues, doit effectivement intégrer comment faire pour que les patients participent plus aux essais, parce que c'est ça aussi la philosophie de la recherche, comment les patients soient informés des recherches, tout ce qui est éthique, etc. Et ça, je pense, c'est à l'échelle du PMS, tu as raison de le rappeler, et je pense que ça fera partie des choses qu'il faudra qu'on discute de très près avec les médecins et les chercheurs qui ont en charge ces fameux programmes. Moi, Ok. je veux bien compléter par le fait que justement, c'est parce qu'on est un CHU qui fait déjà l'innovation et qui l'offre déjà aux patients dans ses parcours de soins. Et on le voit très bien au niveau des deux PMS qui vont être présentés aujourd'hui. On voit bien que l'imagerie qui est faite chez nous avec Maïté, là, ça va au-delà de l'imagerie standard et de la même façon pour la génomique, la médecine génomique des cancers. Donc, au contraire, ça va être aussi une façon de bien décrire et encadrer l'innovation qu'on fait déjà et de démontrer aussi qu'il faut nous donner les moyens de les faire dans un système organisé et donc accrédité. Accrédité. C'est pour ça que aujourd'hui, la totalité enfin aujourd'hui, dans les années qui viennent, la totalité des établissements qui font du cancer, donc pas seulement les CLCC, mais et les CHU, mais aussi il y a une accréditation nationale qui se met en place pour que la qualité de la prise en charge des patients, qu'elle soit dans le soin, en particulier, soit mieux encadrée qu'elle n'est en même temps. Et nous, on a fait le choix de l'accréditation européenne qui est OECI, qui, elle, ajoute la dimension recherche et innovation. Et c'est dans ce cadre-là qu'on se lance et qu'on tient vraiment à montrer qu'on l'a fait déjà et qu'on va la faire encore plus et à préserver les moyens pour la faire. Très Non, bien. je C'est la crois, réponse. Ça je nous m'excuse, ouais. Pascal, je voudrais juste dire un point Oui. net, c'est que euh, je pense qu'il y a quand même deux aspects qui sont bien sûr connectés, mais qui n'ont franchement rien à voir et qui mériteraient des réflexions à part. Il y a vraiment la très haute qualité de soins. Ça, c'est l'imagerie, la génomique, ce qui est fait dans les différents services cliniques. Ça, c'est vraiment
accéder aux patients via notre centre accrédité, notre institut, d'une très haute qualité de soins dispensés par des équipes multidisciplinaires de tous ordres. Mais l'autre point qui me semble quand même très important, c'est de veiller à ce que il doit y avoir une réflexion menée à part entière sur le fait que être en capacité de démontrer sur des exemples ou en généralité que la recherche et l'innovation dans le cancer que nous pouvons les uns les autres réaliser soient intégrés dans le parcours de soins des patients et que ça profite aux patients dans une dynamique quasiment en temps réel, que ça profite aux patients, cette recherche et innovation. Et c'est Alors, vraiment deux questions très, très différentes quand même, tout à fait. très Et je pense que importantes. pour y répondre en partie, alors évidemment, il y a la recherche fondamentale, mais il y a également tous les essais cliniques dans lesquels les patients Absolument. doivent avoir les molécules nouvelles pour en profiter. Et ça, c'est vrai que c'est très, très important de le souligner. On va peut-être s'arrêter là parce que sinon, on n'aura plus de temps après pour les autres parties. Mais c'est important ta réflexion. Et on en reparlera, Jamila, d'une autre manière, forcément, dans les mois à venir, parce que c'est effectivement un point clé. Maïté, peut-être, parce que il faut qu'on vous laisse un petit peu de temps, Maïté et Antoinette, pour présenter vos... Ouais. Bon, bonjour à tous. Moi, je vais être rapide. Donc, sur ce programme médico-scientifique, donc que j'ai, bon, c'est l'imagerie au sens large. Donc, les porteurs de projet, en fait, donc c'est moi-même pour la radiologie, Emmanuel Durand pour la médecine nucléaire, Jean-François Émile pour l'anatomopathologie, et on a mis une sphère pédiatrique, donc avec Stéphanie Franchi-Abella. Mais le comité de pilotage pour ce programme médico-scientifique, en fait, il est très large. Il regroupe tous les services du groupe hospitalier, avec en fait une partie qui est plus diagnostique et pathologique et une partie qui est plus sur les gestes, la radiologie interventionnelle, avec à chaque fois un médecin représentant d'un site pour les spécificités. Donc, dans ce programme, donc on l'a déjà dit, hein, pour l'imagerie et l'anatomopathologie, c'est quand même fait partie dans ce parcours de soins en oncologie, quand même, ça a des rôles clés, à la fois pour le diagnostic, pour l'accès à certains traitements de techniques de radiologie interventionnelle, et puis pour toutes les histoires d'évaluation de réponse tumorale. Et donc, dans le DMU 14, qui est donc, se raccroche à ce projet, on a donc toutes les équipes de radiologie, de médecine nucléaire et d'anapath qui vont travailler en fait en collaboration. Et j'ai quand même mis aussi, en particulier pour la spécialité de la neurologie, en partenariat avec le DMU 9 neurosciences, pour en fait tout ce qui concerne la neuroradiologie, la prise en charge des cancers en fait du cerveau. Donc, si on regarde d'un point de vue un peu global pour le groupe hospitalier, l'anatomopathologie, il y a des expertises qui existent déjà, donc on met tout à fait en avant sur l'expertise en cancérogénèse hépatique, adulte mais aussi pédiatrique, et également sur la cancérogénèse rénale. Ça, c'est donc essentiellement les Octo Bicêtre et Paul Brousse. Et il y a tout un développement d'innovation pour l'aide au diagnostic et le pronostic en anatomopathologie avec l'intelligence artificielle. Donc ça fait justement référence à ce qu'on vient de dire sur quand même essayer de faire de l'innovation et de la recherche à partir quand même d'une excellence de soins. Et il y a donc deux domaines dans lesquels le DMU finalement est assez porteur. C'est d'une part les applications pour les tumeurs de la prostate avec donc Sophie Ferlico, et pour le pronostic du carcinome hépatocellulaire donc avec Astrid Laurent-Belli. Et puis du côté Ambroise Paré, il y a une spécialisation pour les carcinomes colorectaux, pancréatiques et bronchopulmonaires avec Jean-François Émile, mais moins avec l'intelligence artificielle. À côté de ça, donc, il y a également, donc, d'un point de vue d'imagerie, tout un développement pour la médecine nucléaire, donc, qui est centralisé sur Bicêtre et Antoine Béclair, pour bien sûr les bilans d'extension, les diagnostics en TEP avec, vous voyez, tous les différents marqueurs auxquels on a accès, bien sûr la scintigraphie conventionnelle, et une activité qui va être, je pense, croissante, qui est donc une activité thérapeutique. Donc, ce qui est déjà fait, c'est les traitements des cancers hépatiques, avec les traitements de radioembolisation, mais probablement dans le futur, des traitements de cancer de prostate. Il y a plein de choses qui peuvent se développer et qui ont trait justement à l'innovation. On a également des choses plus classiques comme l'hématologie nucléaire, les mesures de clairance rénale et ostodensitométrie.
Pour la partie prise en charge, on va dire morphologique, alors je l'ai un petit peu fait par site parce que chacun en fait a des spécificités. Donc en fait sur Bicêtre, il y a quand même toute la spécialisation pour l'oncologie dans l'imagerie urogénitale avec les tumeurs du rein, les biopsies prostatiques, donc ça c'est déjà fait. Une filière de diagnostic rapide en particulier pour le cancer du testicule. Il y a également une spécialisation en imagerie digestive avec les bilans d'extension pour les tumeurs abdominales et bien sûr les caractérisations, des gestes de radiologie interventionnelle pour les radiofréquences, les radioembolisations du foie en collaboration avec Paul Brousse. Il y a l'imagerie de la femme avec les bilans d'extension des tumeurs mammaires, le thorax pour les tumeurs pulmonaires, les biopsies pulmonaires et les ablations par radiofréquence, l'imagerie thyroïdienne, les tumeurs pareil, et les biopsies thyroïdiennes, ganglionnaires, avec les pathologies ganglionnaires et l'hémato, et tout un domaine de l'imagerie musculo-squelettique avec les tumeurs osseuses, des parties molles, les embolisations pré-op des tumeurs du système, donc de la radiologie interventionnelle. Pour l'imagerie cérébrale, il y a quand même une spécificité dans le groupe hospitalier, puisque c'est là où sont traitées les tumeurs cérébrales et les tumeurs médulaires, avec toute l'imagerie diagnostique et post-opératoire ou post-chimiothérapie. Petite spécificité, c'est donc la pédiatrie. Donc la spécialisation, on a une spécialisation en imagerie de tumeur de l'enfant qui est déjà sur les tumeurs thoraciques et abdominales, notamment le neuroblastome et le néphroblastome, avec, certes, des biopsies, tout ça, du diagnostic, mais en fait, la pédiatrie fait partie du centre interventionnel du cancer de l'enfant et de l'adolescent, avec des centres de diagnostic rapide pour l'enfant, à la fois d'un point de vue diagnostic, mais également de l'interventionnel, et ça, c'est quand même important, parce que, en fait, c'est pas du tout fréquent dans les autres CHU, donc là, il y a tout un accès à des biopsies, des voies veineuses, etc., pour notamment le petit enfant. Et bien sûr, il y a les bilans avant traitement chirurgical et les suivis. Si je fais rapidement sur les autres sites et spécialisations, je dirais qu'Antoine Becler, dans le cancer, c'est surtout l'imagerie de la femme, avec tout ce qui tourne autour donc, de la prise en charge du cancer du sein, les échographies, les biopsies, il y a des biopsies sous mammotome, des tas actuellement de mise en place de partenariats sur un point de vue territorial, par exemple avec le centre de santé Malakoff, et également une activité pelvis féminin, et ça, c'est un lien avec la RCP de l'HEGP. Il y a également la spécialisation pour les cancers de l'imagerie de l'homme, donc la collaboration avec le service d'urologie de Bicêtre, mais aussi Gustave aussi, pour tous les avis en fait, spécialisés concernant l'imagerie testiculaire, qui est très spécifique, et bien sûr l'expertise en oncologie urologique. Et donc leur filière de diagnostic rapide, c'est surtout le tumeur du testicule, avec une petite particularité, ils ont aussi un service de pédiatrie de la cohorte glycogénose hépatique. Paul Brousse, tout le monde le sait, c'est plutôt les spécialisations imagerie hépatobiliaire pancréatique. Donc, il y a à peu près sur site une expertise pour l'imagerie, avec de la radiologie interventionnelle, avec une spécialisation pour les chimioembolisations, les traitements de radioembolisation et des associations avec actuellement les immunothérapies, bien sûr la réalisation de gestes percutanés. Il y a également la spécialisation en oncologie digestive au sens plus large, avec les immunothérapies, les biopsies, etc. Et on est impliqué dans les deux filières de diagnostic rapide des tumeurs du foie, des voies biliaires et du pancréas. Pour Ambroise Paré et Raymond Poincaré, c'est leur spécialité dans la prise en charge des tumeurs, c'est l'imagerie du mélanome, avec énormément d'imagerie pour les bilans d'extension et la réponse à l'immunothérapie. Il y a également, on en a parlé, une spécialité en imagerie digestive pour les tumeurs colorectales et le suivi des patients. L'oncologie thoracique pour pareil, le bilan d'extension et le diagnostic, les biopsies pulmonaires. Les spécialisations dans l'imagerie du lymphome avec l'activité IRM corps entier. Et on a une particularité pour Raymond Poincaré avec le handicap. Il y a un développement de la prise en charge des cancers en urologie pour le pôle handicap et l'imagerie urogénitale, également les cancers du sein chez la femme handicapée, donc ça c'est fait en collaboration avec Antoine Becler, et toute l'imagerie musculo-squelettique, diagnostique et interventionnelle de ces patients, avec les biopsies des tumeurs osseuses, le traitement de la douleur, parce que ces patients sont quand même douloureux, et les consolidations osseuses rachiliennes, extra-rachiliennes si besoin, donc c'est cimentoplastie. Notre projet de recherche clinique, en fait, on a beaucoup de projets transversaux qui s'est impliqué dans plein de projets cliniques en oncologie. Bon, en fait, on ne va pas tous les faire, mais dans les préservations, par exemple, le premier, c'est pour le cancer du rectum, les préservations d'organes, des modèles pour des utilisations des modèles 3-dimensionnels en imagerie pour les visites préopératoires, des modèles de développement d'aide
la détection et à la caractérisation des cancers de la prostate. Beaucoup en fait de recherches sur des aides en utilisant l'intelligence artificielle, sur les traitements d'histiocytose avec le développement de molécules, de cibles moléculaires, participe aux biobanques, à des protocoles d'immunothérapie dans des réévaluations de réponse tumorale, le protocole de transplantation hépatique, etc., de radioembolisation, et pour la pédiatrie, des protocoles en fait, centralisés européens déjà pour les tumeurs en fait, malignes, les hépatoblastes. La recherche translationnelle, donc là aussi, on participe à pas mal quand même de recherches. Les radiologues, les médecins universitaires sont en majorité rattachés au laboratoire Biomaps pour la recherche et l'innovation, et les anatomopathologiques plutôt au laboratoire INSERM, donc par exemple ici INSERM MR 1193, pareil. Et donc, bien, il y a beaucoup de recherches dans lesquelles on est impliqué, comme par exemple, dans les carcinomes colorectaux, il y a pareil, il y a des élaborations d'outils d'intelligence artificielle pour le pronostic des cancers coliques. Il y a donc, voilà, dans les carcinomes pancréatiques, dans les carcinomes bronchopulmonaires, l'histiocytose est aussi très développée sur Ambroise Paré. On participe également à deux FHU, le FHU Mosaïque pour le côté anapathe et radiologie sur Paul Brousse, et le FHU CARE2 pour l'anatopologie à Bicêtre. Alors, les perspectives, d'abord, grand 1, pour faire et optimiser le parcours de soins oncologiques dans notre groupe hospitalier, c'est d'abord le renforcement de nos équipements lourds. Donc, ce qui va bientôt arriver, qui quasiment on va dire acté, c'est le scanner de Sainte-Péry, mais ça, c'est important pour l'activité oncogériatrique, puisqu'actuellement, les patients, il n'y a pas de scanner sur place, ce qui pose quand même des vrais problèmes. C'est la création du plateau technique interventionnel de l'hôpital Bicêtre qui devrait quand même arriver avec une croissance d'activité prévisible pour les prises en charge de ces patients oncologiques. La deuxième IRM en neuroradiologie sur Bicêtre pour l'expertise des tumeurs cérébrales. Le PET scan à Béclair qui va permettre d'augmenter sur site les bilans d'extension en oncologie, et la nouvelle salle hybride au bloc opératoire de Paul Brousse pour les actes de radiologie interventionnelle, donc qui sont quand même essentiellement oncologiques, qui pourront enfin être faits sous anesthésie générale. Il y a des tas de développements d'hôpital de jour, notamment la cryoablation des tumeurs du sein sur Antoine Béclair, mais probablement d'autres indications de la cryoablation pour la thyroïde, le foie sont à l'étude, et le rein. Il y a chez l'enfant des développements de techniques d'ablation percutanée qui ne sont actuellement pas encore totalement réalisés, mais c'est de chimio de radioembolisation, et ça, c'est des collaborations multidisciplinaires internationales. Là, il va y avoir une filière de diagnostic rapide des tumeurs pulmonaires en TEP sur Bicêtre, et la création d'une filière de diagnostic rapide des tumeurs de l'appareil locomoteur. Et puis, il y a plusieurs essais dans le cadre des lieux de recherche impliquant la ressource humaine à la paix dans le domaine des injections intratumorales, des nouvelles thérapeutiques anti-immunes, par exemple pour le mélanome et le cancer bronchopulmonaire. Voilà, rapidement, donc beaucoup de participation, ce qui est normal, transversale, avec des perspectives qui fait qu'on aura une activité donc, croissante dans ce DMU pour amener effectivement un meilleur soin et un meilleur parcours oncologique à nos patients. Mais je suis d'accord avec la remarque qu'il faut bien sûr essayer quand même de développer la recherche en anatomopathologie et en imagerie, et ça nécessite quand même bien sûr du soutien, de l'investissement, parce qu'on est tous un tout petit peu débordés actuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Maïté. Deux, c'était très très détaillé. Puis alors surtout, c'est toujours pareil dans ces démarches logicielles, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui se font et qu'on ne connaissait pas. Donc, un des mérites de la démarche, c'est qu'on découvre qu'il y a énormément de choses qui se font, notamment en recherche, comme tu l'as montré, l'imagerie. Et on t'en remercie. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe la parole à Antoinette Lemoine, quel est son temps de parole, ou des remarques? On pourra en parler à la fin s'il nous reste quelques minutes, mais en tout cas, J'avais une petite remarque, ouais. mais en fait, c'est simplement sur la méthode, Maïté. Est-ce que tu penses qu'il faille présenter des listes comme ça à l'après-vert, ou bien est-ce qu'il faut
le structurer autrement, soit par les équipements, soit par les pathologies, enfin, dans une démarche de présentation, en fait, des programmes que vous menez en imagerie qui sont, enfin, c'est super, quoi. Comment le présenter C'est une bonne remarque. Moi, j'ai essayé par pathologie, mais en fait, les sites veulent rester spécifiques. Et donc, finalement, je suis restée par site parce que c'est ce qui posait le moins de... Il y a un consensus au niveau du comité, on va dire. Ah oui. Oui, voilà. Mais après, je suis d'accord, au début, c'était pas l'idée de faire par site, hein. Mais là, chacun s'y retrouve, en fait. C'est-à-dire que... Il faut bien effectivement Parce que avoir Mais je suis d'accord, on pourrait avoir une vision plus globale, hein, c'est évident. Mais on est tellement dit. Le problème, c'est la structure, on est trop dispersé en fait. Et bon, voilà, c'est comme ça. Non, mais Et on commence la démarche. Peut-être que ça changera dans les années à venir. Ouais. C'est le but. Mm. mais le faire par spécialité ou par grande famille de prise en charge. Et même si on fait la spécialité digestive, par exemple, c'est compliqué. Même entre Bicêtre et Paul Brousse, hein, sans aller si loin, hein. D'accord. Donc, Bah, oui, mais enfin, tu peux mettre tout le monde dans un pôle digestif. Enfin, euh, ça semble Ah, quand Jamila, c'est un peu le but, hein. C'est-à-dire que ouais. les PMS vont regrouper des gens qui ne travaillent pas ensemble d'habitude. La démarche ECI nous permet de discuter comme on l'a jamais probablement fait entre nous, voilà. Et à terme, effectivement, ça va s'apercevoir qu'il y a des ponts entre les différentes équipes, mais qu'il y a quand même géographiquement des groupes qui travaillent indépendamment. On ne peut pas tout faire tout ensemble, mais ça va tout à fait dans ce sens-là, la démarche. On est tout à fait d'accord. En tout cas, Oui, non, mais je peux peut-être réfléchir à regrouper au moins sud et ouest, quoi. C'est vrai. allez, il faut qu'on laisse parce qu'on a 15 minutes pour Antoinette, qui est un sujet important. Merci beaucoup encore à toi, Maïté. Et puis on va écouter Antoinette, le moine. Euh, Merci beaucoup enfin voilà, j'ai cette opportunité de présenter une discipline, la médecine génomique des cancers, qui a une vingtaine d'années maintenant et qui évolue d'une façon considérable chaque année. Elle regroupe aujourd'hui la génétique et la cytogénétique et également la pathologie donc de tous les cancers aujourd'hui, à la fois des tumeurs solides et des tumeurs hématologiques, et également un pan sur les consultations de génétique clinique de prédisposition des cancers que nous avons mis en place pour le GHU depuis 2018. Donc, les porteurs de ce projet sont Jean-François Émile, qui est pathologiste, Ambroise Paré, chef de service de pathologie, et qui, depuis que OncoMolPat, la plateforme de génétique des cancers à la PHP existe, réalise des diagnostics moléculaires des tumeurs. Et je vous montrerai comment on s'est organisé donc sur le GHU. Et moi-même, qui suis chef de service de biochimie et oncogénétique des tumeurs solides sur Paul Brousse, et qui a répondu à l'appel d'offres de l'INCa et qui a développé cette plateforme de génétique des tumeurs solides, et qui également a développé l'activité de consultation de génétique clinique de prédisposition. Et donc les personnes, le comité de pilotage est composé de l'ensemble des personnes qui interviennent dans ce secteur. Donc les professeurs Anis Benasser et Sophie Ferlico ont reçu donc la demande pour constituer le manuscrit. On a travaillé donc à 4 pour construire le manuscrit, et depuis on discute avec les autres personnels impliqués, pathologistes, biologistes, pour avancer, pour répondre aux différentes interrogations qui nous permettent de construire ce dossier en vue de l'accréditation. Donc en préambule, et peut-être parce que beaucoup n'ont pas vu cette mise en place qui s'est faite depuis 20 ans et qui est le fruit justement des innovations en recherche fondamentale, puisque c'est la découverte des gènes des cancers. Il n'y a que deux familles, hein, des gènes qui sont pro-cancer et des gènes qui codent pour des protéines qui empêchent le cancer. Et quand il y a des anomalies dans ces gènes ou dans ces protéines encodées, en fait, il y a le cancer et la prolifération du cancer, mais c'est simplement la mise sur le marché des thérapies ciblées qui vont aller cibler
justement une anomalie génétique avec la possibilité de donner un traitement avec une meilleure efficacité que cette discipline est née. Donc la première molécule qui en a bénéficié, c'est dans le cancer du sein, c'est l'herceptine, qui est un anti-HER2 et qui est basée sur la recherche en immunohistochimie par les pathologistes de la cible. Et ensuite, la même année, quasiment, la mise sur le marché de l'imatinib dans la leucémie myéloïde chronique contre un réarrangement chromosomique BCR-ABL caractéristique de cette maladie, mais qui, de façon spectaculaire, a permis de passer la survie globale des patients à 6 ans de 20 à 88%. Donc la marche était lancée et c'est la mise sur le marché dans le cancer du poumon non à petites cellules d'un anti-EGFR, de gefitinib, qui a ouvert la voie à ces nouveaux diagnostics parce que pour la première fois, on avait une thérapie ciblée qui pouvait être donnée dès la première ligne, mais uniquement aux patients qui portaient la cible thérapeutique, c'est-à-dire la mutation EGFR. Et donc cela a été encadré à partir de 2010 par l'INCa, qui a financé et organisé en faisant un appel d'offres national pour créer des plateformes de génétique des cancers. On a répondu à cet appel d'offres et on est l'une des 28 plateformes labellisées en France, sachant qu'on appartient à la plateforme de l'APHP parce que sur l'île de France, il y a 3 plateformes de génétique des cancers. Donc il y a l'APHP, il y a Curie et Gustave Roussy. Et au début, on ne faisait que rechercher les biomarqueurs dans le cancer du poumon, colorectal et le mélanome, alors qu'aujourd'hui, vous voyez en bas à droite, tous les types tumoraux ont des cibles et avec des anomalies variables qui associent de la génétique, de la cytogénétique et de l'immunohistochimie pour rechercher ces cibles selon des recommandations et des autorisations qui sont publiées au journal officiel. On ne fait pas de la recherche, on utilise des actes innovants, des technologies innovantes pour aller rechercher des cibles selon des recommandations. Et donc, la place de ce diagnostic moléculaire systématique pour tous les cancers s'est insérée dans le parcours du patient. Et nous voyez ici la première image en bas à droite, donc la génomique se fait une fois que le cancer est diagnostiqué, donc soit sur biopsie, soit sur tissu et maintenant sur biopsie liquide, ou quand c'est un cancer hématologique sur une prise de sang ou de la moelle, où soit les pathologistes, soit les hématologistes font le diagnostic du cancer, affinent la classification par immunophénotypage et la génomique peut répondre à la présence de cibles d'anomalies génétiques. Donc, pour que pour chaque individu, le patient soit donné, et on voit à droite, on a vraiment une inclusion pour chaque patient, parfois dès la première ligne, d'une thérapeutique en fonction des cibles thérapeutiques de la tumeur et pas pas encore le recours à la chimiothérapie pour tous. Là, aujourd'hui, tout est adapté individuellement, c'est ce qu'on appelle la médecine de précision. Et c'est en 2016, avec l'introduction d'une nouvelle technologie qu'on appelle usuellement NGS pour nouvelle génération de séquençage, qui est massif et parallèle, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller rechercher une mutation dans une tumeur, on va passer plusieurs tumeurs en même temps et surtout on peut analyser, en général on fait des panels de gènes, on peut analyser 10, 50, 100 gènes donc qui sont dédiés à des pathologies et c'est devenu le standard et ça a complètement révolutionné la prise en charge, le nombre des patients que l'on peut traiter et nos stratégies diagnostiques. Et vous voyez en bas à droite, donc on travaille pour les tumeurs solides sur des tissus ou des biopsies. Hein, c'est très très peu de matériel, en général fixé, en général tout le temps fixé au formol et inclus en paraffine. On ne travaille pas sur du produit frais ou congelé. Et puis, on peut travailler sur du sang. Donc, pour les tumeurs hématologiques, ce sera du sang total, peut être de la moelle. Et puis, dans les biopsies liquides, dans les tumeurs solides, on peut aujourd'hui, parce que nos techniques sont très sensibles, en fait, recourir à des analyses sur le plasma d'une simple prise de sang qu'on appelle pompeusement biopsie liquide et qui permet de voir ce qui est relargué, l'anomalie génétique qui est relarguée par la tumeur. Donc, on associe l'ensemble de ces technologies. Il faut savoir également qu'un NGS, c'est pas juste un séquençage, c'est toute l'analyse bioinformatique qu'on en fait à côté.
avec des pipelines de logiciels d'analyse qui doivent être accrédités selon la norme ISO 1589. Donc, c'est tout un champ nouveau qu'on a dû mettre en place, nous, biologistes ou pathologistes, pour apprendre à analyser ces séquences d'une façon accréditée et sûre. Donc, il existe une plateforme à la PHP qui s'appelle Moabi, hein, qui a les pipelines, et nous, on les applique à nos tumeurs et on les accrédite dans nos laboratoires. Donc, qui réalise ces diagnostics de médecine génomique des cancers à l'ECOPS? Donc, principalement une plateforme localisée sur l'hôpital Paul Brousse, donc qui a été labellisée par l'INCa et qui réalise à la fois les tumeurs solides et les tumeurs hématologiques. Donc, sur une même plateforme, et aujourd'hui entre deux services, donc le service d'oncogénétique qui a été labellisé en 2021 est reconduit comme un laboratoire de biologie médicale de référence de génétique somatique des tumeurs solides. Et c'est important parce que pour la suite, peut-être que ces laboratoires vont devenir des sanctuaires en fait pour assurer les nouveaux diagnostics. Et en parallèle, il y a de la génétique en NGS qui est réalisée dans le service de Jean-François Émile et qui traite donc certaines tumeurs, enfin le diagnostic de certaines tumeurs, et en particulier celui des gystes et des histiocytoses, pour lequel il a obtenu aussi un laboratoire de biologie médicale de référence. Et on travaille ensemble puisque le service de pathologie d'Ambroise Paré nous envoie des prélèvements, par exemple, pour les tumeurs du poumon et les tumeurs du côlon. Donc, ces deux plateformes ne peuvent fonctionner que si elles sont appuyées aux deux services de pathologie de notre GHU. Donc, à la fois le service de pathologie d'Ambroise Paré et celui de Bicêtre. Donc, celui d'Ambroise Paré est associé à la plateforme de génétique d'Ambroise Paré, celui de Bicêtre à la nôtre. Et pour autant, donc je vous l'ai dit, Ambroise Paré nous envoie des prélèvements de poumons. On a aussi des prélèvements de mélanome. Enfin, on travaille d'une façon très collaborative, très intéressante. Et notre service a la caractéristique d'être un prestataire aussi pour une soixantaine d'établissements extérieurs à notre GHU, en particulier donc le CHSF, mais également Sainte-Anne, pour lequel nous réalisons le diagnostic génétique des tumeurs cérébrales primitives, Marine Lalande qui envoie donc les poumons qui sont opérés, et puis beaucoup de CH et de cliniques du territoire de santé, qui sera vraiment très important à mettre en valeur au niveau de cette accréditation. Et puis pour les tumeurs hématologiques, pour donc abonder la plateforme de génétique sur des tumeurs hématologiques, il y a évidemment les services d'hématologie biologique de Bicêtre et d'immunologie biologique qui font les immunophénotypages des hémopathies malignes. Et puis idem le service de Valérie Bardet sur Ambroise Paré qui réalise donc les immunophénotypes, les diagnostics en tout cas des hémopathies malignes et les immunophénotypages, avec la particularité d'avoir un très beau recrutement et depuis plusieurs années, et de travailler avec l'Institut Curie, donc qui est aussi un parcours de soins en fait que l'on valorisera, enfin en tout cas que l'on décrira dans les parcours de soins pour l'accréditation. Et puis le service de la plateforme de génomique des cancers de Paul Brousse reçoit des prélèvements du CHSF, donc comme prestation extérieure, et c'est un gros et beau recrutement aussi que l'on valorisera. Donc, quelques chiffres clés pour suivre le plan général. Alors, nous, on ne parle pas en ligne, on parle en général en activité, en lettres clés. Mais pour autant, ici, ça n'a pas sa place parce qu'il s'agit d'une activité de biologie médicale très nouvelle qui nécessite des technologies innovantes et onéreuses, très onéreuses, et des expertises très pointues. Vous avez vu en particulier la bioinformatique, par exemple. Mais en revanche, c'est une activité particulière parce que c'est une source de recettes et de lisibilité de
l'établissement, tant dans le soin, la formation, la recherche, justement par le développement de ces actes innovants, puis surtout par le fait qu'on n'ait pas beaucoup de plateformes sur le territoire et que du coup, ça fait drainer des activités qui améliorent à la fois la lisibilité de notre établissement et facilitent des recrutements. Donc c'est une activité qui est source de mairie, source de MIGAC et puis source de SIGAPS et de SIGREC, on va le voir. Et pour la cotation des actes, c'est une enveloppe fermée nationale qui existe depuis 2017 et qui regroupe des actes de biologie médicale innovante selon un référentiel qui s'appelle RIN, RIHN, mais il y a une évolution en cours actuellement vers des analyses vers l'assurance maladie qui va changer un peu les mécanismes et sur lesquels il va falloir être vigilant. On ne fait des tests qui sont recommandés au niveau national ou européen, publiés au JO, avec un encadrement de la HAS et de la DGES pour nos activités. Et puis, comme je vous l'ai dit, on est un GHU prestataire pour établissements de santé qui n'ont pas de plateforme et du coup, ça nous apporte beaucoup de bénéfices de pouvoir faire ces collaborations. Donc, il y a un petit décalage dans mes diapos là, mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Il faut savoir qu'on fait tous les biomarqueurs qui existent aujourd'hui, des plus simples aux plus innovants, selon les stratégies et les recommandations. Et on sait même aujourd'hui donc développer les nouveaux biomarqueurs les plus innovants qui sont en cours de validation, dont ceux qui peuvent connaître le MRD, donc la maladie résiduelle qui est usuelle dans les tumeurs hématologiques, mais qui, dans les tumeurs solides, aujourd'hui devient un test bioinformatique enfin génétique et bioinformatique, qui permet de donner un médicament, oui ou non. Donc, c'est vraiment une maladie résiduelle à visée thérapeutique. Donc, on a des panels de gènes NGS pan-cancer pour les tumeurs solides et surtout, on fait tous les types tumoraux sur notre plateforme et tous les scores bioinformatiques aujourd'hui. Donc, un peu compliqué pour ceux qui connaissent pas, mais comme le statut microsatellitaire ou la déficience de la recombinaison homologue, en tout cas, rien ne nous échappe et tout peut être envoyé sur notre plateforme aujourd'hui. Donc, on sait faire aussi, donc en hématomaline, tous les panels recommandés sont aussi développés donc pour les hémopathies malignes. Et puis, on sait faire aussi du RNA sec, du Wool-méthylome. Et puis, en parallèle, on a la cytogénétique somatique qui est développée. Et puis, des actes qui sont, selon les recommandations, faits par immunohistochimie, comme R2, PD1, PDL1 ou la déficience des gènes MMR, ou encore les pathologistes qui ont beaucoup évolué, enfin, qui ont mis en place des scores histopathologiques à visée thérapeutique, parce qu'en fonction du score, on donnera ou pas le traitement. Donc, eux aussi font tous les scores qui sont recommandés. Attention au Donc, temps, oui, Antoinette, il reste donc très 2-3 minutes, hein. rapidement, toutes les tumeurs sont prises en charge. Donc, j'ai listé ici par tumeur et non pas par site. Donc, à l'inverse, puisque c'était possible. Donc, les tumeurs hématologiques, poumons, digestives, neuroendocrines, les primitives, des tumeurs cérébrales, avec une particularité, c'est qu'on a un gros recrutement, non pas dans les thérapies, mais dans avec le service de neurochirurgie de Fabrice Parker et notre collaboration avec Sainte-Anne, une très belle activité sur les tumeurs rénales, en particulier avec le service de pathologie, les tumeurs gynécologiques et également les tumeurs pédiatriques. Donc, on a mis en place en parallèle depuis 2018 les consultations d'oncogénétique. Donc, il y avait déjà un réseau Prédire des tumeurs rénales qui existait jusque-là, mais qui est parti à Paris Centre. Mais on a mis en place en 2018 une équipe pluridisciplinaire officiellement déclarée et autorisée par l'Agence de biomédecine, donc autour du service d'oncologie de Paul Brousse, donc avec Pascal Hamel. Donc, 2 biologistes médicaux habilités dans mon service réalisent ces consultations. On a un médecin du CNG de génétique clinique et en cours de formation complémentaire. Et dans cette équipe, il y a du temps consacré, elle ne fait pas que ça, mais d'une IPA, d'une psychologue et d'une secrétaire. Et donc, on reçoit des familles, enfin des personnes dans les cancers gynécologiques et de la prostate, les cancers digestifs et pancréas, et aussi les cancers cutanés par une collaboration avec les sphinx protanodes
d'Ambroise Paré. Et donc, on a mis en place une RCP moléculaire qui est vraiment très utile pour justement avancer à la fois dans plus d'offres de soins innovants aux patients. Donc, j'ai mis dans le plan toutes les RCP. En fait, tous les biologistes, pathologistes, hématologistes participent aux RCP de leur spécialité. Et notre groupe a mis en place en plus une RCP moléculaire. euh, et puis aussi, Étienne Giraud-Leprieur a mis en place une RCP de recours national, donc ils seront valorisés pour cette accréditation. Donc en recherche, on participe bien sûr tous à beaucoup de recherches puisqu'on émarge tous à des unités de recherche différentes. Donc ici, j'ai listé 4 exemples seulement. On est intégré dans des FHU et des IHU. Et puis au niveau des SIGAPS, bon, j'ai commencé un recensement, mais tout le monde ne m'a pas répondu. Et puis on est encore en cours. Mais rien que sur 2024, les 4 services que j'ai cités ont 67 publications, avec quelques beaux exemples qui couvrent tous les sujets qui nous intéressent pour l'OSCI, c'est-à-dire le constitutionnel, la pédiatrie, les essais cliniques, et puis l'introduction de l'IA et du deep learning qui sont aujourd'hui présentes donc en imagerie, on l'a vu, en pathologie et puis aussi en génétique, on va le voir dans les perspectives. Donc en recherche translationnelle, on n'en est plus à ce qui est des actes de biologie médicale dans des essais cliniques pour des molécules thérapeutiques. Aujourd'hui, on a vraiment ouvert le champ des essais cliniques d'évaluation de biomarqueurs génétiques à visée thérapeutique. Et en orange, vous avez des exemples de projets en cours et l'exemple qui avait été montré donc, sur de la biopsie liquide ici par Étienne Giraud-Leprieur dans la présentation du PMS poumon, mais des exemples, il y en a de nombreux. Et c'est vraiment une nouvelle activité qui est très prometteuse et très intéressante. Donc, nos perspectives, c'est bien sûr de continuer à développer des diagnostics innovants et de les offrir aux patients, toujours plus nombreux, et puis avec une offre territoriale pour tous les types de tumeurs, à la fois dans le soin, la formation et la recherche. Et dans les avancées technologiques, il y a le Wool méthylome. Ici, vous avez par exemple, dans les tumeurs cérébrales, l'OMS impose une classification des tumeurs cérébrales par méthylome complet pour traiter mieux les patients et probablement ça sera le cas pour certains types tumoraux. Et puis, donc en pathologie, les scores et les anomalies génétiques aujourd'hui rentrent dans des programmes d'analyse d'image et d'IA pour associer à la fois le phénotype de la cellule et puis l'anomalie génétique. Donc, on a un projet en cours, le Faut service de conclure, pathologie, une faut société. conclure. Il faut Et conclure parce qu'on va être en difficulté sinon. en cytogénétique, on va rentrer une nouvelle technologie de cytogénétique pour introduire aussi l'IA et j'ai terminé. Bah, écoute, d'abord, je crois qu'on est tous très impressionnés par la quantité colossale de travail que tu effectues, et ça, on peut le dire à titre individuel, même si tout ça est partagé évidemment avec tous les gens que tu as cités. Et d'autre part, qu'on est très chanceux d'avoir tout ça dans notre DMU. Donc, merci Antoinette. Il y a une courte question, mais on a déjà dépassé le temps. On va pas pouvoir vraiment faire ce qu'on avait envie de faire, mais on va essayer de vous dire rapidement la suite. S'il n'y a pas de questions, on va passer la diapo suivante peut-être pour donner le prochain rendez-vous parce que là, on doit mettre fin à la réunion, on est déjà en retard. Donc peut-être, Claire, si vous pouvez passer la suivante. Ah, Claire n'est peut-être plus avec nous, ce qui est un peu embêtant. Donc le prochain webinaire aura lieu le 1er juillet. Hein, retenez bien cette date du 1er juillet. On le fera à 12 heures pour des raisons pratiques, mais on vous enverra une invitation un peu au préalable pour que vous soyez bien informés de tout cela. En tout cas, on tient à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Et puis, remercier aussi, j'ai pas eu le temps de le faire, voilà, la date est marquée, merci Claire. Mardi 1er juillet, c'est un mardi toujours, hein, mais midi.
Et remercier les gens qui ont beaucoup travaillé pour notamment la récupération des données, des chiffres, des essais cliniques, etc. Donc, Marie-Hélène Lavolée-Moni, Gilles Ménager, Ludovic Bell, Jonathan Corté pour tout ce qui était des finances. On a parlé de Valérie Quevreux et bien entendu Claire Richard qui anime tous ces webinaires avec beaucoup d'acharnement et de compétences. Merci à toutes et à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Continuons à avancer comme ça dans notre projet et je pense qu'on va tous en tirer des bénéfices et surtout nos patients, ce qui est bien entendu le cœur même de notre action. Bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, merci.